Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du roman Le Bagnard de l'Opéra d'Alexandre Dumas, célèbre romancier du 19e siècle, connu pour de nombreuses œuvres, dont celle-ci qui est parue en 1844. Alors dans ce court roman, Dumas nous fait vivre les surprenantes pérégrinations d'un dandy faux-monnayeur. Je vais donc poursuivre cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Et nous en étions au chapitre 7. Je m'élançai aussitôt vers lui, tandis qu'Olivier et ses témoins remontaient en voiture et reprenaient le chemin de Paris. Le blessé était évanoui. Il était évident, en effet, que la blessure était, sinon mortelle, du moins des plus graves. La pointe du fer triangulaire entrait du côté droit et était sortie de plusieurs pouces du côté gauche. Je pratiquais à l'instant même une saignée. J'avais recommandé au cocher de prendre, en revenant, l'avenue de Neuilly et les Champs-Élysées. D'abord parce que cette route était la plus courte, mais surtout parce que la voiture, pouvant rouler continuellement sur la terre, devait moins fatiguer le blessé. En arrivant à la hauteur de l'Arc de Triomphe, Monsieur de Faverne donna quelques signes de vie. Sa main s'agita et, paraissant chercher le siège d'une douleur profonde, s'arrêta sur sa poitrine. 2 ou 3 soupirs étouffés, qui firent jaillir le sang par sa double plaie, s'échappèrent péniblement de sa bouche. Enfin, il entr'ouvrit les yeux, regarda ses 2 témoins, puis, fixant son regard sur moi, me reconnut, et, faisant un effort, murmura « Ah, c'est vous, docteur. Je vous en supplie, ne m'abandonnez pas. Je me sens bien mal. » Puis, épuisé par cet effort, il referma les yeux, et une légère écume rougeâtre vint humecter ses lèvres. Il était évident que le poumon était offensé. « Soyez tranquille, lui dis-je. Vous êtes gravement blessé, il est vrai, mais la blessure n'est pas mortelle. » Il ne me répondit pas, n'ouvrit pas les yeux, mais je sentis qu'il me serrait faiblement la main avec laquelle je lui tâtais le pouls. Tant que la voiture roula sur la terre, tout alla bien. Mais en arrivant à la place de la Révolution, le cocher fut obligé de prendre le pavé, et alors les soubresauts de la voiture parurent faire tant souffrir le malade, que je demandai à ses témoins si l'un d'eux ne demeurait pas dans le voisinage, afin d'épargner au blessé le chemin qui lui restait à faire jusqu'à la rue Taitbout. Mais à cette demande que, malgré son insensibilité apparente, M. de Faverne entendit, il s'écria « Non, non, chez moi !» Convaincu que l'impatience morale ne pouvait qu'ajouter au danger physique, j'abandonnai donc ma première idée et laissai le cocher continuer sa route. Après 10 minutes d'angoisse, et pendant lesquelles je voyais à chaque cahot se contracter douloureusement la figure du blessé, nous arrivâmes rue Taitbout, numéro 11. Monsieur de Faverne demeurait au premier. Un des témoins monta prévenir les domestiques, afin qu'ils vinssent nous aider à transporter leur maître. 2 laquais en livrée, éclatantes, égalonnées sur toutes les coutures, descendirent. J'ai l'habitude de juger les hommes non seulement par eux-mêmes, mais encore par ceux qui les entourent. J'examinai donc ces 2 valets. Ni l'un ni l'autre ne montra le moindre intérêt aux blessés. Il était évident qu'ils étaient au service de Monsieur de Faverne depuis peu de temps, et que ce service ne leur avait inspiré pour leur maître aucune sympathie. Nous traversâmes une suite d'appartements qui me parurent somptueusement meublés, mais que je ne pus examiner en détail, et nous arrivâmes à la chambre à coucher. Le lit était encore défait, comme l'avait laissé son maître. Le long de la tenture, du côté du chevet, à la portée de la main, étaient 2 pistolets et un poignard turc. Nous entendîmes le blessé sur son lit, les 2 domestiques et moi, car les témoins, jugeant leur présence inutile, étaient déjà partis. Voyant que la blessure ne voulait pas saigner davantage, j'opérai alors le pansement. Le pansement fini, le blessé fit signe au valet de se retirer
et nous restâmes seuls. Malgré le peu d'intérêt que j'avais pris jusque-là à Monsieur de Faverne, pour lequel j'éprouvais alors je ne sais quelle répulsion, l'isolement où j'allais le laisser m'attrista. Je regardais autour de moi, fixant particulièrement mes yeux sur les portes, et m'attendant toujours à voir entrer quelqu'un, mais mon attente fut trompée. Cependant, je ne pouvais rester plus longtemps près de lui, mes occupations journalières m'appelaient. Il était 7h30 et à 8h, je devais être à la Charité. « N'avez-vous donc personne pour vous soigner ?» lui demandai-je. « Personne, » répondit-il d'une voix sourde. « Vous n'avez pas un père, une mère, un parent ? Personne. Une maîtresse ?» Il secoua la tête en soupirant et il me sembla qu'il murmura le nom de Louise. Mais ce nom resta si inarticulé que je demeurai dans le doute. « Je ne puis pourtant pas vous abandonner ainsi, » repris-je. « Envoyez-moi une garde, » balbutia le blessé, « et dites-lui que je le paierai bien. » Je me levai pour le quitter. « Vous vous en allez déjà ?» me dit-il. « Il le faut, j'ai mes malades. Si c'étaient des riches, peut-être aurais-je le droit de les faire attendre, mais ce sont des pauvres. Je dois être exact. Vous reviendrez dans la journée, n'est-ce pas ? Oui, si vous le désirez. Certainement, docteur. Et le plus tôt possible, n'est-ce pas ? Le plus tôt possible. Vous me le promettez ? Je vous le promets. Allez donc. Je fis 2 pas vers la porte. Le blessé fit un mouvement comme pour me retenir et ouvrit la bouche. « Que désirez-vous » lui demandai-je. Il laissa retomber sa tête sur son oreiller sans me répondre. Je me rapprochai de lui. « Dites, » continuai-je, « et s'il est en mon pouvoir de vous rendre un service quelconque, je vous le rendrai. » Il parut prendre une résolution. « Vous m'avez dit que la blessure n'était pas mortelle ? Je vous l'ai dit. Pouvez-vous m'en répondre ? Je le crois, mais cependant, si vous avez quelque arrangement à prendre, c'est-à-dire, n'est-ce pas, que d'un moment à l'autre je puis mourir ?» Il devint plus pâle qu'il n'était, et une sueur froide perla à la racine de ses cheveux. « Je vous ai dit que la blessure n'était pas mortelle, mais en même temps, je vous ai dit qu'elle était grave. Monsieur, je puis avoir confiance en votre parole, n'est-ce pas ? Il ne faut rien demander à ceux dont on doute. Non, non, je ne doute pas de vous. Tenez, ajouta-t-il en me présentant une clé qu'il détacha d'une chaîne pendue à son col. Ouvrez avec cette clé le tiroir de ce secrétaire. Je fis ce qu'il me demandait. Il se souleva sur le coude. Tout ce qui lui restait de vie semblait s'être concentré dans ses yeux. « Vous voyez un portefeuille ?» dit-il. « Le voici. Il est plein de papiers de famille qui n'intéressent que moi. Docteur, faites-moi le serment que si je mourais, vous jetteriez ce portefeuille au feu. Je vous le promets. Sans les lire, il est fermé à clé. Oh, une serrure de portefeuille est si facile à ouvrir. » Je laissai retomber le portefeuille. Quoique la phrase fût insultante, elle m'avait inspiré plus de dégoût que de colère. Le malade vit qu'il m'avait blessé. « Pardon, » me dit-il, 100 fois pardon, mais c'est le séjour des colonies qui m'a rendu défiant. Là-bas, on ne sait jamais à qui l'on parle. Pardon, reprenez ce portefeuille et promettez-moi de le brûler si je meurs. Pour la seconde fois, je vous le promets. Merci. Est-ce tout ? N'y a-t-il pas dans le même tiroir plusieurs billets de banque ? Oui, 2 de 1000, 3 de 500. Soyez assez bon pour me les donner, docteur. Je pris les 5 billets et je les lui remis. Il les froissa dans sa main. Il en fit une boule ronde qu'il poussa sous son oreiller. Merci, dit-il, épuisé par l'effort qu'il venait de faire. Puis, se laissant aller sur son traversin, « Ah, docteur, murmura-t-il, je crois que je meurs. Docteur, sauvez-moi, et ces 5 billets de banque sont à vous, le double, le triple s'il faut. » J'allais à lui, il s'était évanoui de nouveau. Je sonnai un laquais, tout en faisant respirer au blessé un flacon de sel anglais. «
Au bout de quelques instants, je sentis au mouvement de son pouls qu'il revenait à lui. « Allons, murmura-t-il, ce n'est pas encore pour cette fois. » Puis entr'ouvrant les yeux et me regardant, « Merci, docteur, de ne pas m'avoir abandonné, dit-il. Cependant, repris-je, il faut enfin que je vous quitte. Oui, mais revenez au plus tôt. À midi, je serai ici. Et d'ici là, croyez-vous qu'il y ait quelque danger? Je ne crois pas. Si le fer avait touché quelque organe essentiel, vous seriez mort à présent. Et vous m'envoyez une garde? À l'instant même. En l'attendant, votre domestique peut ne pas vous quitter. Sans doute, dit le laquais. Je puis rester près de monsieur. Non, non, s'écria le blessé. Allez près de votre camarade. Je désire dormir, et en restant là, vous m'en empêcheriez. Le laquais sortit. Ce n'est pas prudent de rester seul, lui dis-je. N'est-il pas bien imprudent encore, me reprit-il, de rester avec un drôle qui peut m'assassiner pour me voler? Le trou est tout fait, ajouta-t-il à voix basse. Et en introduisant une épée dans la blessure, on peut trouver le cœur que mon adversaire a manqué. Je frémis à l'idée qui avait traversé l'esprit de cet homme. Qu'était-il donc lui-même pour qu'il lui vînt de pareilles pensées? Non, ajouta-t-il, non. Au contraire, enfermez-moi, prenez la clé, donnez-la à la garde, et recommandez-lui de ne me quitter ni jour ni nuit. C'est une honnête femme, n'est-ce pas? J'en réponds. Eh bien, allez, au revoir, à midi. À midi. Je sortis, et suivant ses instructions, je l'enfermai. À double tour, cria-t-il, à double tour. Je donnai un autre coup de clé. Merci, dit-il d'une voix affaiblie. Je m'éloignai. Votre maître veut dormir, dis-je au laquais qui riait dans l'antichambre. Et comme il craint que vous n'entriez chez lui sans être appelé, il m'a remis cette clé pour la garde qui va venir. Les laquais échangèrent un regard singulier, mais ne répondirent rien. Chapitre 8. Le malade. Je sortis. 5 minutes après, j'étais chez une excellente garde-malade à qui je donnais des instructions, et qui s'achemina à l'instant même vers la demeure de M. Henri de Faverne. Je revins à midi, comme je lui avais promis. Il dormait encore. J'eus un instant l'idée de continuer mes courses et de revenir plus tard. Mais il avait tant recommandé à la garde qu'on me pria, si je venais, d'attendre son réveil, que je m'assis dans le salon, au risque de perdre une demi-heure de ce temps toujours si précieux pour un médecin. Je profitai de cette attente pour jeter un coup d'œil autour de moi, et pour achever, s'il m'était possible, par la vue des objets extérieurs, de me faire une opinion positive sur cet homme. Au premier abord, tous les objets revêtaient l'aspect de l'élégance, et ce n'est qu'en examinant l'appartement en détail qu'on y reconnaissait le cachet d'une somptuosité sans goût. Les tapis étaient d'une couleur éclatante et des plus beaux que puissent fournir les magasins de Salandrouze, mais ils ne s'harmoniaient ni avec la couleur des tentures, ni avec celle des meubles. Partout, l'or dominait. Les moulures des portes et du plafond étaient dorées, des franges d'or pendaient aux rideaux, et la tapisserie disparaissait sous la multitude de cadres dorés qui couvraient les murailles et qui contenaient des gravures à 20 francs, ou de mauvaises copies de tableaux de maîtres qu'on avait dû vendre à l'ignorant acquéreur pour des originaux. 4 étagères s'élevaient aux 4 coins du salon. Mais au milieu de quelques chinoiseries assez précieuses, se pavanaient des ivoires de Dieppe et des porcelaines modernes, si grossièrement travaillées qu'elles ne laissaient pas même la chance de croire qu'elles s'étaient glissées là, comme des figurines de Saxe. La pendule et les candélabres étaient dans le même goût, et une table chargée de livres magnifiquement reliés complétait l'ensemble, en offrant un prospectus assez médiocre des lectures habituelles du maître de la maison. Le tout était neuf et paraissait acheté depuis 3 ou 4 mois au plus. J'achevais cet examen, qui ne m'avait rien appris de nouveau, mais qui m'avait confirmé dans l'opinion que j'étais chez quelques nouvelles enrichies, un goût défectueux, qui était bien parvenu à réunir autour de lui les insignes mais non la réalité de la vie élégante, lorsque la garde entra et me dit que le blessé venait de se réveiller. Je passai aussitôt du salon
dans la chambre à coucher. Là, toute mon attention fut absorbée par le malade. Cependant, au premier coup d'œil, je m'aperçus que son état n'avait point empiré. Au contraire, les symptômes continuaient d'être favorables. Je le rassurai donc, car ses craintes continuaient d'être les mêmes, et la fièvre qui l'agitait leur donnait un certain degré d'exagération pénible à voir dans un homme. Maintenant, comment cet homme si faible avait-il accompli cet acte de courage d'insulter un homme connu comme Olivier pour sa facilité à mettre l'épée à la main? Et comment, l'ayant insulté, s'était-il conduit sur le terrain comme il l'avait fait? C'était un mystère, dont le secret devait être l'objet d'un calcul suprême, ou, au contraire, d'une colère incalculée. Je pensais au reste que quelques jours tout cela s'éclaircirait pour moi, peu de secret demeurant caché obstinément au médecin. Moins préoccupé de son état, je pus alors examiner sa personne. C'était, comme son appartement, un composé d'anomalies. Tout ce que l'art avait pu aristocratiser en lui avait pris un certain caractère d'élégance. Ses cheveux d'un blond fade étaient coupés à la mode, ses favoris rares étaient taillés avec régularité, mais la main qu'il me tendait pour que je lui tâtasse le pouls était commune. Les soins qu'il en avait pris depuis quelque temps n'avaient pu en corriger la grossièreté native. Ses ongles étaient mal faits, rongés, vulgaires, et près de son lit, des bottes qu'il avait quittées le matin même indiquaient que son pied était comme la main, d'origine toute plébéienne. Comme je l'ai dit, le blessé avait la fièvre. Et cependant, cette fièvre, quoique assez forte, avait peine à donner de l'expression à ses yeux, qui, à ce que je remarquais, ne se fixaient presque jamais directement ni sur un homme, ni sur une chose. En échange, sa parole était d'une agitation et d'une volubilité extrême. « Ah, vous voilà donc, mon cher docteur, me dit-il. Eh bien, vous le voyez, je ne suis pas encore mort. Et vous êtes un grand prophète. Mais suis-je hors de danger, docteur ?» Ce maudit coup d'épée. Il était bien appliqué. Il passe donc sa vie à faire des armes, ce spadassin, ce calomniateur, ce misérable Olivier. Je l'interrompis. « Pardon, lui dis-je, je suis le médecin et l'ami de monsieur Dornoy. C'est lui que j'ai suivi sur le terrain et non pas vous. Je vous connais de ce matin, monsieur, et lui, je le connais depuis 10 ans. Vous comprenez donc que si vous continuez à l'attaquer, je serai forcé de vous prier de vous adresser à quelqu'un de mes confrères. » « Comment, docteur ?» s'écria le blessé. « Vous m'abandonneriez dans l'état où je suis ? Ce serait affreux. Sans compter que vous trouverez peu de pratiques qui paieront comme moi. » « Monsieur. »« Oh oui, je sais, vous faites tous semblant d'être désintéressés. Puis quand vient, comme on dit, le quart d'heure de Rabelais, vous savez bien présenter votre mémoire. » « C'est possible, monsieur, qu'on ait ce reproche à faire à quelques-uns de mes confrères, mais je vous prouverai, quant à moi, en ne prolongeant pas mes visites au-delà du terme strictement nécessaire, que l'avidité que vous reprochez à mes collègues n'est pas mon défaut dominant. » « Allons. Voilà que vous vous fâchez, docteur ? Non, je réponds à ce que vous me dites. C'est qu'il ne faut pas trop faire attention à ce que je dis, vous savez. Nous autres, gentilshommes, nous avons quelquefois la parole un peu leste. Pardonnez-moi donc. » Je m'inclinai. Il me tendit la main. « J'ai déjà tâté votre pouls, lui dis-je. Il est assez bon. Il est aussi bon qu'il peut l'être. Allons, voilà que vous me gardez rancune parce que j'ai dit du mal de monsieur Olivier. Il est votre ami, j'ai eu tort, mais il est tout simple que je lui en veuille, à part le coup d'épée qu'il m'a donné. »« Et que vous êtes venu chercher, répondis-je, d'une façon à ce qu'il ne vous refusât point, vous en conviendrez. Oui, je l'ai insulté, mais je voulais me battre avec lui. Et quand on veut se battre avec les gens, il faut bien les insulter. Pardon, docteur, voulez-vous me rendre le service de sonner ? » Je tirai le cordon de la sonnette, un des valets entra. « Est-on venu s'informer de ma santé de la part de monsieur de Macarty ? » ?»« Non, monsieur le baron, » répondit le laquais. « C'est singulier, » murmura le malade, visiblement fâché de ce manque d'intérêt. Il y eut un instant de silence, pendant lequel je fis un mouvement pour prendre ma canne. « Car vous savez ce qu'il m'a fait, votre ami, Olivier ? » ?»« Non. »« J'ai entendu parler de quelques mots dits sur vous au club.
N'est-ce point cela? Il m'a fait, ou plutôt, il a voulu me faire manquer un mariage magnifique. Une jeune personne de 18 ans, belle comme les amours, et 50 000 livres de rente, rien que cela. Et comment a-t-il pu vous faire manquer ce mariage? Par ses calomnies, docteur, en disant qu'il ne connaissait personne de mon nom à la Guadeloupe, tandis que mon père, le comte de Faverne, possède là-bas 2 lieues de terrain, une habitation magnifique avec 300 noirs. Mais j'ai écrit à monsieur de Malpas, le gouverneur, et dans 2 mois, ces papiers seront ici. On verra lequel de nous deux a menti. Olivier pourra s'être trompé, monsieur, mais il n'aura pas menti. Et en attendant, voyez-vous, il est cause que celui qui devait être mon beau-père n'envoie pas même demander de mes nouvelles. Il ignore peut-être que vous vous êtes battu. Il ne l'ignore pas, puisque je lui avais dit hier. Vous le lui avez dit? Certainement. Lorsqu'il m'a rapporté les propos que monsieur Olivier tenait sur moi, je lui dis « Ah, c'est comme cela. Eh bien, pas plus tard que ce soir, j'irai lui chercher une querelle à ce beau monsieur Olivier, et l'on verra si j'en ai peur. » Je commençais à comprendre le courage momentané de mon malade. C'était de l'argent placé à 100%. Un duel pouvait lui rapporter une jolie femme et 50 000 livres de rente. Il s'était battu. Je me levai. Quand vous reverrai-je, docteur? Demain, je viendrai lever l'appareil. J'espère que si l'on parle de ce duel devant vous, docteur, vous direz que je me suis bien conduit. Je dirai ce que j'ai vu, monsieur. Ce misérable Olivier, murmura le blessé. J'aurais donné 100 000 francs pour le tuer sur le coup. Si vous êtes assez riche pour payer 100 000 francs à la mort d'un homme, répondis-je, vous devez moins regretter votre mariage, qui n'ajoutait que 50 000 livres de rente à votre fortune. Oui, mais ce mariage me plaçait. Ce mariage me permettait de cesser des spéculations hasardeuses. Un jeune homme, d'ailleurs, né avec des goûts aristocratiques, n'est jamais assez riche. Aussi, je joue à la bourse. Il est vrai que j'ai du bonheur. Le mois passé, j'ai gagné plus de 30 000 francs. Je vous en fais mon compliment, monsieur. À demain. Attendez donc. Je crois qu'on a sonné. Oui. On vient? Oui. Un domestique entra. Pour la première fois, je vis les yeux du baron s'arrêter fixement sur un homme. « Eh bien ?» demanda-t-il sans donner le temps au valet de parler. « Monsieur le baron, » dit le valet, « c'est monsieur le comte de Macarty qui fait demander de vos nouvelles. »« En personne ?»« Non, il envoie son valet de chambre. »« Ah !» fit le malade. « Et vous avez répondu ?»« Que monsieur le baron était grièvement blessé, mais que le docteur avait répondu de lui. »« Est-ce vrai, docteur ? Que vous répondez de moi? »« Et oui, 1000 fois oui, repris-je, à moins cependant que vous ne fassiez quelque imprudence. »« Oh, quant à cela, soyez tranquille. Dites-moi, docteur, puisque monsieur le comte de Macarty envoie demander de mes nouvelles, cela prouve qu'il ne croit pas aux propos de monsieur Olivier. »« Sans doute. »« Eh bien, alors guérissez-moi vite et vous serez de la noce. Je ferai de mon mieux pour arriver à ce but. » Je saluai et je sortis. Le billet de 500 francs, chapitre 9. Une fois dehors, je respirais plus librement. Chose singulière, cet homme m'inspirait une répulsion que je ne pouvais comprendre, et qui ressemblait au dégoût qu'on éprouve à la vue d'une araignée ou d'un crapaud. J'avais hâte de le voir hors de danger pour cesser toute relation avec lui. Et c'est là que je vais arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN ou à revoir les replays sur le site www.d8.tv. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une bonne journée et à bientôt.